l'écho-endoscopie interventionnelle. Et vous allez voir que finalement c'est une arme comme une autre. Et clairement, en discutant avec les écho-endoscopistes et ceux qui s'occupent des maladies biliopanthétiques, il n'est plus possible de dire qu'on est cathétériseur. Si on veut s'occuper des maladies biliopanthétiques, parce que c'est ça qui compte, il faut être aussi bien cathétériseur que écho-endoscopiste interventionnel. Je vais vous montrer les différentes possibilités. L'écho-endoscopie de drainage canalaire biliaire et pancréatique, c'est une thématique parmi toutes celles de l'écho-endoscopie thérapeutique. Tous les drainages des collections, pseudokystes et les abcès pelviens, etc., les traitements antitumoraux directs, qui vont certainement se développer avec les aiguilles de radiofréquence pour les TIPMP, et on va peut-être arrêter, un peu comme pour les endobronchiésophages, de surveiller les TIPMP et passer à leur traitement. Les blocs et neurolycéliaques et le traitement des lésions vasculaires, que j'ai déjà présenté et publié, et ce qui permet souvent de traiter des patients qui sont en échec de traitement par voie radiologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le drainage biliaire qui est sous endoscopie? Il y a le drainage biliaire de la voie biliaire principale, soit transduodénal, soit par technique du rendez-vous, soit par des prothèses que l'on pousse par voie antérograde quand on aborde le foie par voie transgastrique et transhépatique gauche. Et puis, il y a le drainage par hépatico-gastrostomie où on fait communiquer le foie gauche avec la lumière gastrique. Je vous montre cet exemple d'un patient qui avait une hépatico-jéjunostomie suite à une intervention pour un cancer de la voie biliaire principale. Et donc, il avait fait une récidive, il avait été traité déjà par voie radiologique, vous voyez, avec une prothèse métallique découverte, qui a été mise en place par voie radiologique. Et puis, on l'a envoyé. Et vous voyez, on voyait bien ici la lumière gastrique. Et vous voyez ici le canal du segment 2 qui est dilaté. Et donc, eh bien, on l'aborde sous écho-endoscopie. On pousse un guide, on va reperméabiliser sur ce guide la prothèse qui était en place hépatico-jéjunale, et ensuite, à la fin, on va mettre en place une prothèse hépatico-gastrique, voilà, ici, pour maintenir le circuit, et donc on a refait tout un circuit, et le patient a pu avoir un drainage sans passer par voie radiologique, sans drain externe. Alors je vous montre sur une vidéo comment ça se passe. Donc, pourquoi nous entendons se lancer, je ne sais pas, tout à l'heure ça marchait très bien. Voilà. Donc on est ici dans l'estomac avec le lobe gauche ici. Vous voyez qu'il y a des voies biliaires dilatées. Alors bien sûr, il faut utiliser un Doppler pour être sûr de ne pas ponctionner les veines, mais après, quand on a un peu l'habitude, on n'a même plus besoin de Doppler. Et attention, il faut toujours ponctionner dans la direction du hépatique. Si vous ponctionnez ici vers la distalité, vous allez pousser votre guide en distalité, vous n'allez pas rejoindre la voie biliaire principale. Donc ça, c'est très important de bien repérer, de faire un bon repérage anatomique. Voici ici maintenant l'image radioscopique. Vous voyez l'écho-endoscope dans l'estomac, le fil guide qui rentre le canal segment 2, qui rejoint la voie biliaire principale. Vous voyez ici toute la sténose qui est ici. Bon, ça c'est du produit contraste dans le côlon. Vous voyez que le guide, on l'a poussé dans le duodénum. Voilà, la sténose est ici, elle est extrêmement serrée. Elle est d'ailleurs tellement serrée que en fait, on n'a pas pu la franchir. Donc, le but initial, c'était de mettre une prothèse, premièrement, dans la sténose par voie ici transgastrique, transhépatique et transbiliaire. Donc, en fait, on va pousser la prothèse et vous allez voir que la prothèse, la sténose est tellement dure que, ce qui est très très inhabituel d'ailleurs, qu'on ne peut pas pousser la prothèse. Alors, je le dis pour les écho-endoscopies, dans ces cas, ne forcez surtout pas parce que vous allez déchirer la paroi gastrique. Et après, vous allez avoir un pion péricterne. Donc, si ça force, vous ne vous embêtez pas. Ce qu'il faut, vous mettez une prothèse hépatico-gastrique, et après, ultérieurement, 15 jours après, une fois que la prothèse est stabilisée, vous pouvez revenir et vous pouvez travailler au travers de la lumière hépatico-gastrique. Mais ne forcez jamais, quand vous êtes en train de mettre en place une prothèse par voie transgastrique, transhépatique, parce que vous allez soit déplacer le guide, soit déchirer la paroi gastrique et vous retrouvez avec un gros pneu péritoine. Donc là, en fait, c'est l'option qui a été retenue, c'est de faire un drainage hépatico-gastrique et après, dans un deuxième temps, de revenir 15 jours plus tard pour passer à travers la lumière de la prothèse et puis après pouvoir faire des dilatations un peu plus en force sur la sténose. Voici ici le largage de ces prothèses et j'utilise des prothèses qui sont des prothèses semi-couvertes, mais j'utilise pas celles qui sont rayées l'écoulement de la bile de Sas. Et en fait, ça fonctionne très très bien pour le drainage biliaire. Et j'utilise des prothèses donc, qui sont semi-couvertes, en fait qui sont découvertes aux deux extrémités. Je ne veux pas celles qui sont couvertes par moitié, parce qu'on ne sait jamais où se trouve la limite de la partie couverte. Et le risque, si vous avez la partie découverte qui est à la jonction de l'estomac et de la capsule de Guisson, vous allez avoir un col péritoine. D'ailleurs, c'est une des premières complications qui est apparue.
Donc ce système fonctionne très bien et il est même maintenant devenu un système d'abord hépatique qui permet de laisser un abord permanent par voie transgastrique et de revenir après secondairement, y compris pour traiter des maladies bénignes lithiasiques en mettant des prothèses métalliques ouvertes que l'on peut après secondairement retirer. Alors il y a des nouveautés, ce sont les drainages biliaires. Ce sont les drainages biliaires les drainages vésiculaires sous échoendoscopie à l'aide de ces prothèses Diabolo. Ça c'est une prothèse Axios, c'est l'idéal. Alors je vous montre ça, c'est un patient qui venait de Paris, qui avait une prothèse métallique biliaire pour un cancer du pancréas et qui avait fait une cholécystite. Cette patiente, elle avait 41 ans, elle avait voyé une acide sur une carcinose et nos chirurgiens nous avaient dit écoutez, c'est un peu embêtant d'aller l'opérer, et les radiologues avaient mis un drain, vous l'avez vu sur l'image radiologique percutanée, qui était inefficace. Donc j'ai dit on va lui faire un drainage sous échoendoscopie de sa vésicule en mettant une prothèse. Vous voyez ici la prothèse, le drain radiologique était inefficace, ça c'est la ponction transbulbaire de la vésicule. Alors ça c'est aussi un renseignement, on peut faire des drainages transduodénaux, y compris chez les gens qui ont une acide. Transgastrique, non, mais transduodénaux, oui. Donc ça c'est important. Donc on pousse le guide. Alors moi je n'injecte pas de contraste pour éviter d'augmenter le risque infectieux ou des ruptures sous pression. Et par contre j'enroule bien le guide pour dessiner tous les contours de la vésicule. Ensuite là ici, ce que l'on passe c'est un cystostome de 6 French. Ne prenez pas de cystostome plus gros, sinon vous aurez une perforation duodénale, une déchirure duodénale et un pneumopéritoine. Bon, bien sûr tout est fait sous insufflateur à CO2, hein, je le précise toujours. Hein. Et donc en fait après, une fois le trajet fait avec le cystostome de 6 French, donc je vous rappelle qu'il faut le passer en section pure et pas en endocoupe, sinon vous carbonisez, vous n'avancez pas et vous aggravez la perforation. Donc vous montez, vous voyez ça c'est une prothèse Diabolo de chez Théon, parce que l'AP n'avait pas encore validé l'autorisation d'utiliser des prothèses Axios qui sont plus chères. Donc c'est une prothèse Diabolo de chez Théon. Voilà, vous voyez le but qui commence à arriver. Ok. Donc la prothèse est une prothèse qui fait 2 cm de long, qui est couverte et qui fait 15 mm de diamètre. Après, il suffit de faire un simple rinçage vésiculaire et la patiente a récupéré complètement de sa cholécystite sans autre problème ni complication. Donc ça, c'est encore un nouveau drainage biliaire qui apparaît, c'est le drainage vésiculaire, qui est une possibilité. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire systématiquement, je suis évidemment convaincu qu'il vaut mieux opérer les patients, mais quand le patient présente un risque opératoire important, je pense que c'est une technique qui est plus élégante à mon avis que de faire un drainage percutané qui condamne le patient à avoir un drain externe qui d'ailleurs finit toujours par dysfonctionner. Alors quels sont les résultats des drainages biliaires sur les condos? Il y a 14 séries, 120 cas. Vous voyez que le succès globalement il est excellent, hein, c'est 75 à 80%. Il y a des complications, hein, surtout les fuites biliaires. Les pneumopéritoines, attention à prendre des petits cystostomes et un insufflateur CO2 et une angiocolite quand le drainage n'est pas bon. Et ce qui est intéressant, c'est que la perméabilité moyenne des prothèses, elle a été calculée, y compris les hépatiques vasectomies, c'est 200 jours. Donc vous avez plus de 6 mois devant vous, ce qui est vraiment très important, et vous permet en plus de réaccéder au foie pour les maladies néoplasiques évolutives. Bon, je vous ai mis sur cette plaque, vous voyez le taux global des succès sur toutes les séries, 84%, un taux de complications dont il faut être conscient, 13%. Donc c'est essentiellement les angiocolites, les perforations, donc encore une fois attention à la taille du cystostome que vous utilisez, et les fuites biliaires si vous n'utilisez pas de prothèse couverte sur le nombre de patients. Donc vous voyez, il y a des variations techniques sur le type d'aiguille utilisée. Bien sûr, il faut utiliser que des aiguilles de 19G. On va en reparler un peu plus loin. Et ça, ce sont les drainages biliaires par cholédoco-duodénostomie. Et vous voyez que le taux de 145 patients, le taux de succès de 90%, le taux de complication 18%. Donc je ne vous montre pas le drainage par cholédoco-duodénostomie parce que je n'ai pas le temps, mais c'est exactement le même principe. Alors juste pour ceux qui pratiquent la technique ou qui débutent dans l'échoendoscopie thérapeutique, donc à mon avis, dans quelques temps, il ne restera plus que l'échoendoscopie thérapeutique et plus d'échoendoscopie diagnostique, tellement la radiologie fait de progrès. Bien sûr, un échoendoscope thérapeutique avec un canal opérateur de 3,8, un insufflateur CO2 toujours, puisque vous allez perforer le tube digestif pour accéder à des voies biliaires ou au pancréas. Patient intubé sur le dos, parce qu'il faut voir l'anatomie de façon correcte, sinon vous allez faire un drainage incomplet, vous aurez une angiocolite. Une aiguille de 19G, personnellement j'utilise très rarement l'access needle, sauf pour les cholédoco-duodénostomie, parce que ça permet de modifier la position de l'aiguille, de modifier la direction du guide. Le fil guide, ça c'est très important, prenez un fil guide de 0,35 superstif
pour pouvoir travailler dessus sans risquer de faire partir le guide dans la cavité péritonéale. Le cystostome C French, alors vous savez que jusqu'à présent on avait un cystostome de C French qui était réutilisable de la firme Endoflex belge. Maintenant T-Wong en fait, donc cousin, la firme cousin, on peut avoir des cystostomes à usage unique de C French. Prothèse métallique semi-couverte, moi je vous recommande d'avoir semi-couverte aux deux extrémités, et puis prenez votre temps, faites étape par étape. Voilà. Et quand vous commencez, ne les mettez pas au milieu d'un programme chargé, mettez-les-vous dans l'après-midi pour le faire tranquillement, sans aucune pression. Voilà. Alors, ensuite, le drainage pancréatique annulaire, on a vu le drainage biliaire. Bien sûr, on ne le fait que chez un patient symptomatique. N'allez pas drainer un patient qui a un versum dilaté après une chirurgie pancréatique, avec bien sûr donc une papille inaccessible, parce qu'il y a un versum dilaté, s'il est asymptomatique. Ça n'a aucun intérêt, vous allez prendre un risque pour rien. Et en plus, je vous signale que, parce qu'on me fait régulièrement la demande, il n'a jamais été démontré que le traitement endoscopique par prothèse sur une pancréatite obstructive, que ce soit par voie transpapillaire ou transgastrique, améliore le diabète. Voilà. Mon expérience, c'est que ça l'améliore de façon transitoire, mais à mon avis, ça ne doit pas constituer une indication. On ne doit pas prendre un risque opératoire parce qu'il y a un risque opératoire pour cette indication. Donc c'est toujours patient symptomatique et c'est PRE impossible. Alors, les séries, il y a 6 séries avec 53 patients, 90% de succès technique, 77% de succès clinique. Donc ça c'était le problème d'indication. Et des effets à long terme qui sont d'environ 3 patients sur 4. Et des complications 10%. Le problème de cette technique, c'est qu'on n'a pas le droit à l'échec. Quand vous avez commencé, si vous perdez le guide que vous avez mis dans le versum, c'est une catastrophe parce que vous avez un trou dans l'estomac, un trou dans le pancréas avec une fistule pancréatique. Et donc, quand on commence cette technique, on sait qu'il faut absolument finir et réussir. Voilà. Ça met à l'aise. Donc, peut-être ne le commencez pas au début de votre expérience. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une centaine de patients inclus. Le succès technique, 87%. Le taux, en fait, le vrai taux de complication, c'est 18%. Alors, je vous montre le cas d'un patient qui avait une d'une pancréatectomie céphalique pour une dystrophie kystique et qui avait fait après une pancréatite obstructive. Et vous voyez que ce patient, il avait une dilatation du versum qui faisait des crises de pancréatite récurrentes, malgré une atrophie du tissu pancréatique qui était majeure. Alors je vous montre son drainage sous échoendoscopie. Vous voyez ici le canal pancréatique très dilaté avec quasiment pas de tissu pancréatique autour, quelques petits vaisseaux quand même qu'il faut éviter. Donc on arrive avec une aiguille de 19G bien sûr, et il faut passer, premier temps, il faut franchir le pancréas et la paroi du canal pancréatique. Et je peux vous assurer que c'est souvent difficile. Il faut vraiment avoir des aiguilles très, très bien affûtées. Il y a souvent beaucoup de résistance, d'autant plus que quand vous poussez votre pancréas qui n'est pas fixé, comme vous le savez tous, à l'estomac, comme ça nous a été montré ce matin, le pancréas il est repoussé par la pression de l'aiguille, et donc c'est pas très facile. Donc faites attention, placez-vous bien, essayez d'être le plus perpendiculaire possible. Une fois que vous avez mis votre aiguille dans le canal, vous voyez ici l'endoscope avec l'aiguille qui est dans le canal du pancréas, on injecte, moi personnellement j'injecte moitié sérum physiologique et moitié contraste. Vous voyez l'opacification du canal pancréatique qui apparaît. Et un point qui est important, attention de ne pas ponctionner trop près de la sténose, de l'anastomose virsongo-gastrique ou virsongo-jéjunale. Sinon, vous n'aurez pas de distance pour après déployer le guide et pour déployer la prothèse. Or, si vous n'arrivez pas à déployer le guide suffisamment, vous ne pourrez pas après travailler dessus pour faire le geste. Donc attention, là vous voyez qu'on est par voie transgastrique, vous voyez le guide qui traverse l'estomac, il faut imaginer que derrière après il passe dans la cavité des épiplombs, puis dans le canal pancréatique. Donc ça c'est le cystostome de C French. Voilà, on a fait la dilatation, on passe. Je vous rappelle toujours section pure, 120 watts, parce que sinon vous allez pousser beaucoup, vous allez carboniser, vous ne rentrez pas. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas très bien dit, mais je vous assure que c'est vraiment très important. Vous voyez que j'ai mis assez de guide et en plus j'ai pris la précaution de le faire boucler jusque dans la queue du pancréas, pour avoir beaucoup de guide et pas risquer de le perdre. Et après, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien fixé, je mets une prothèse plastique de cette French parce qu'évidemment on ne peut pas mettre une prothèse métallique ouverte sinon on va obstruer le canal pancréatique, encore que ça serait peut-être à discuter. Et la prothèse de cette French, vous savez qu'elle a tendance à se boucher, qu'il faut les changer. Et on sait que si on la retire après définitivement, il arrivera de l'anastomose virsongo-gastrique sous échoendoscopie, ce qu'il arrive des anastomoses virsongo-gastriques chirurgicales, c'est-à-dire qu'elles s'obturent systématiquement. Donc en fait, pour l'instant, il faut surtout voir ça pour passer un cap
le cap du patient qui fait des crises de pancréatite aiguë à répétition, qui a des douleurs. Donc après, par contre, pour les changer, au début, j'étais assez inquiet. Mais en fait, le trajet fistuleux se fait très bien. Vous retirez la prothèse, et après, avec un cathéter, vous poussez votre guide, vous récupérez le trajet sans aucun problème. Il y a un trajet qui se fait le long, en fait, je pense, un tunnel de fibrine qui se fait le long de la prothèse. Donc voilà pour les détails techniques, voilà l'évolution de ce patient. Vous voyez que c'est très intéressant chez ce patient, qui d'ailleurs n'a plus de sciature après. Ici, vous voyez la prothèse qui est un peu coupée en transverse. Vous voyez la repousse du parenchyme pancréatique après le drainage du canal pancréatique. Vous voyez la différence entre 3 mois et c'est 3 mois après. Hein. C'est vraiment très surprenant. Et ce patient, je dois le dire, a une amélioration de son diabète insulino-dépendant qui était très instable. On peut aussi utiliser cette technique pour les rendez-vous. Là, c'est un patient qui avait une pancréatite chronique sur pancréas divisant. Vous voyez d'ailleurs tous les calculs pancréatiques, la dilatation du canal pancréatique. Et je n'arrivais pas, ce patient souffrait de crise de pancréatite récurrente, et je n'arrivais pas à passer au travers de la papille accessoire par voie conventionnelle. Donc, j'ai décidé de m'aider avec un rendez-vous pour accéder à la papille accessoire et récupérer le guide à ce niveau-là. Donc vous voyez que le guide, l'aiguille c'est pareil, on l'a mise dans le canal pancréatique. Hein. Assurez-vous bien que le bout de l'aiguille soit bien en place et n'utilisez pas d'accès needle pour le verson, parce que quand vous retirez le mandrin, vous vous retrouvez souvent avec l'aiguille qui est en dehors du canal, hein, puisque vous savez que le bout le biseau est porté par le mandrin. Donc vous voyez, on pousse le guide, vous voyez que le croisement avec, ça c'est une prothèse biliaire qui était en place, vous voyez le croisement, puisque là on est dans la direction du canal dorsal, et là ça c'est la papille accessoire, là ça c'est la papille principale avec le duodénum. Puis après vous retirez votre endoscope, vous voyez ici le guide qui traverse la paroi gastrique, on va descendre après avec un duodénoscope classique, et on va se mettre en place dans le duodénum, et vous voyez ici la prothèse biliaire dans la papille principale, ici le guide qui sort au niveau de la papille accessoire, et qui d'ailleurs l'a reperméabilisé, et après il suffit de récupérer le guide avec une anse et de travailler sur ce guide, et vous êtes dans le canal dorsal comme vous le voyez ici. Donc là aussi, une petite diapositive pratique pour aider ceux qui commencent et pour discuter avec ceux qui en font déjà. Premièrement, ne vous lancez pas dans une technique hasardeuse et pour laquelle on n'a pas droit à l'échec. Il faut qu'il y ait une dilatation du versum d'au moins 5 mm, sinon vous allez prendre des risques inconsidérés. Et dans ces cas-là, moi, quand ça fait moins de 5 mm, je les mets sous octréotis de retard et j'attends que ça passe. Échonoscope thérapeutique, insufflateur CO2, patient tubé sur le dos, aiguille 19G, pas d'accès needle pour le versum, ne pas piquer trop près de l'anastomose qui est obstruée, fil-guide superstive, cystostome de French et prothèse plastique droite. Et là aussi, prendre son temps et son courage à deux mains. Alors, il y a des problèmes encore non résolus pour les versions gastrostomie, le type de prothèse, plastique droite, les risques de migration, quel intervalle de changement. Moi, personnellement, je fais tous les 6 mois. Pour combien de temps? Honnêtement, personne n'a la réponse. Et encore une fois, je vous dis que l'anastomose de version gastrique sous échonoscopie n'est pas plus pérenne que celle réalisée par les chirurgiens. Donc, je pense qu'on peut dire clairement maintenant que le drainage biliaire sous échonoscopie, c'est devenu une technique de routine et ça permet des rattrapages de beaucoup de situations très difficiles et ça évite aux patients d'avoir des drains biliaires externes à demeure. Il y a des améliorations techniques qui sont encore possibles, autant sur les endoscopes que sur le petit matériel. Je crois que ça montre clairement qu'on ne peut plus former les endoscopistes bilio-pancréatiques qu'à la seule technique de cathétérisme. Il faut qu'ils maîtrisent les deux techniques. Et le drainage canalaire pancréatique, ça demeure une technique plus difficile, avec des indications moins certaines et au devenir à clarifier. Voilà, je vous remercie.